26 heures, c'est le temps exact qu'il faudrait. Ouais, c'est un chiffre qui donne le vertige, hein. Carrément. 26 petites heures de nos dépenses militaires mondiales actuelles suffiraient à financer l'aide alimentaire d'urgence, tu vois, pour éradiquer la faim dans le monde pendant une année entière. Et c'est justement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Parce que ce chiffre illustre un paradoxe complètement dingue de notre époque. On a enfin, l'humanité a largement les ressources financières pour éradiquer les souffrances de base. Absolument. Et au lieu de ça, ces ressources sont captées par ce qu'on pourrait appeler des industries de puissance ou de paraître. Et c'est exactement le point de départ de notre exploration aujourd'hui. On plonge dans un très gros corpus de textes et un manifeste de ce début d'année 2026. Le fameux projet Latéréco. C'est ça, le guide de souveraineté intégrale. Alors, avant même de mettre les mains dans le cambouis, je dois faire une pause et poser un avertissement crucial pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est indispensable vu le sujet. Voilà, ce manifeste propose une lecture du monde qui est extrêmement radicale, parfois même occulte, on va dire. Ça tire vraiment à boulet rouge sur la haute finance, sur les institutions mondiales, les monnaies numériques. Donc, on tient à le préciser très clairement, on ne prend aucun parti, on ne valide pas, on ne cautionne pas ces théories. Tout à fait. Notre rôle ici, c'est vraiment de décortiquer la mécanique de leur pensée, de comprendre comment ces auteurs diagnostiquent le système actuel et surtout comment ils proposent de s'en évader. Et leur diagnostic, il commence par croiser les données les plus récentes, genre 2024, 2025, 2026, des organismes comme le CIPRI pour l'armement ou l'ONU pour l'alimentation. Et le tableau qu'il dresse est effarant. Oui, le texte parle du masse d'argent. En gros, les dépenses militaires ont atteint un record historique. On parle de 2,718 milliards de dollars par an. C'est colossal. C'est une hausse de 10% en un an. Et à côté de ça, tu as la publicité et le marketing qui franchissent la barre des 1000 milliards de dollars en 2026. Ouais, donc là, on est sur l'industrie du paraître. Et si on ajoute à ça l'argent invisible, tu sais, la corruption et les flux illicites, le manifeste cite la Banque mondiale qui estime que la corruption coûte environ 5% du PIB mondial. Donc plus de 4000 milliards qui s'évaporent. Exactement. Donc si on cumule l'armée, la pub et la corruption, on arrive à un total délirant de presque 700 milliards de dollars engloutis chaque année. Et le contraste avec les besoins fondamentaux, c'est là que ça fait très mal. Le Programme alimentaire mondial estime que mettre fin à la faim d'ici 2030, ça coûterait environ 93 milliards par an. Attends, 93 milliards contre 700 milliards. Voilà. Et pour scolariser tous les enfants du monde, environ 39 milliards. L'accès à l'eau et l'assainissement de base, 25 milliards. Donc, en fait, si on faisait un espèce de gros camembert des priorités mondiaux, l'armement prendrait à peu près 70%, la publicité 26%, et éradiquer la faim dans le monde, ça représenterait quoi? 2,4%. C'est exactement le calcul des auteurs. Pour eux, l'argument du manque de moyens est une illusion totale. Ce n'est pas une utopie financière de vouloir tout changer, c'est juste un choix de gestion. Si on réaffectait juste 10% des budgets militaires et publicitaires, on pourrait nourrir, loger tout le monde et même financer la transition écologique sans créer de dettes. C'est fou quand on y pense. Et le texte qualifie cette mécanique de cancer de l'économie au sens premier du terme, une entité qui accumule et capte les ressources au détriment de l'organisme global. Mais au-delà de ces chiffres macroéconomiques, le manifeste s'attaque aussi à ce qu'on ressent tous les jours, le portefeuille individuel, le fameux grand découplage. Ouais, la comparaison entre 1995 et 2026, ça c'est hyper parlant pour ceux qui nous écoutent et qui font leurs courses. Ah bah oui. Ils disent qu'en 95, avec un salaire de 15 000 francs, tu faisais partie d'une classe moyenne vraiment très aisée. Tu pouvais acheter une maison, partir en vacances. Mais aujourd'hui, avec l'explosion des coûts incompressibles, le logement, l'énergie, le document affirme qu'il faudrait gagner 3 950 € net par mois juste pour avoir le même train de vie. Ce qui est très loin du salaire médian actuel, on est bien d'accord. Le manifeste dénonce une perte sèche de pouvoir d'achat d'environ 42%. Ils appellent ça un racket silencieux. C'est un peu comme courir sur un tapis roulant au sport, tu vois. T'as l'impression de faire le même effort, mais il y a une main invisible qui augmente secrètement l'inclinaison et la vitesse de la machine. L'écran affiche la même difficulté, mais toi tu t'épuises. C'est une super analogie. Et la question, c'est qui augmente la vitesse du tapis? Et surtout, comment? C'est là que le texte introduit le concept de la monnaie-dette. Ah, ça c'est un gros morceau. Comment il l'explique? Eh bien, pour les auteurs, l'argent qu'on utilise tous les jours n'est pas créé par les États, mais par les banques privées. Ex nihilo, à partir de rien.
quand on fait un crédit. D'accord, donc pour faire simple, prenons une île coupée du monde. Tu as une banque, un habitant, et il n'y a pas un seul euro en circulation. Très bon modèle. Le gars va à la banque, il emprunte 100 euros. La banque tape sur un clavier et, pouf, crée ses 100 euros. Le gars est content, mais le contrat dit qu'il doit rembourser les 100 euros plus, disons, 5 euros d'intérêt. Sauf que, attends, les 5 euros d'intérêt, la banque ne les a jamais créés. Ils n'existent physiquement pas sur l'île. Exactement. C'est le vice mathématique du système, selon la Terre Éco. Pour trouver ces 5 euros qui n'existent pas, l'habitant doit emprunter à nouveau, ou quelqu'un d'autre doit s'endetter pour injecter de la nouvelle monnaie. Ce qui crée une fuite en avant. Voilà. Le système exige une croissance infinie, sinon il s'effondre. Et ça dévalue constamment le travail humain. Tu dois bosser toujours plus pour rembourser une dette perpétuelle. Ok, donc le tapis roulant est truqué dès le départ. Mais alors, vu que le casino est truqué, qui dirige le casino? C'est là qu'on arrive à ce que le manifeste appelle la pyramide de captation. Et c'est très hiérarchisé. Ils ont modélisé une pyramide à 5 strates. Et attention, tout en haut, à l'apex, ce ne sont pas les politiciens. C'est la BRI. La Banque des règlements internationaux, basée à Bâle, c'est la banque centrale des banques centrales, c'est ça? C'est ça, le document affirme que c'est elle qui écrit littéralement les règles comptables de la réalité. Juste en dessous, dans la deuxième strate, on trouve les énormes gestionnaires d'actifs, les Vanguards, les BlackRock. Et là, il y a un mot qui m'a marqué dans le texte, c'est algocratie. Oui, le pouvoir par l'algorithme. Le manifeste cite Aladdin, le logiciel de BlackRock. C'est une intelligence artificielle qui gère environ 20 000 milliards de dollars d'actifs. 20 000 milliards! Ouais, ce ne sont plus des traders humains en costard qui décident. C'est une IA qui, en quelques millisecondes, peut assécher l'économie d'un pays entier si elle estime que le risque augmente. C'est terrifiant. Et donc, sous ces intelligences artificielles, en troisième position, on a les entités supraétatiques, le FMI, l'OMS, le Forum économique mondial, qui dictent les normes. Voilà. Et c'est seulement à la 4e strate, c'est-à-dire presque tout en bas, qu'on trouve les États-nations, nos présidents, nos ministres. Que les auteurs qualifiés de simples administrateurs qui sont complètement étoffés par la dette. Et évidemment, à la toute base de la pyramide, il y a le peuple. Nous, vus simplement comme un gisement de ressources et de données. La base taxable, quoi. Mais là, il y a un truc qui me chiffonne. J'ai envie d'être un peu critique. Comment ce sommet hyper restreint fait-il pour maintenir tous ces politiciens bien alignés? C'est juste la peur de la dette financière? Je veux dire, on a quand même des élections, non? C'est une excellente question. Et c'est là que le manifeste plonge dans ce qu'ils appellent la politique profonde, ou Deep Politics, un concept emprunté au chercheur Peter Dalscott. C'est-à-dire? Eh bien, la thèse, c'est que le pouvoir ne tient pas seulement avec des lois publiques. Il y a des budgets noirs, financés par des trafics immenses, qui servent à manipuler. Le texte cite carrément l'opération Gladio. Ah oui, Gladio. Pour le coup, c'est pas une théorie du complot, c'est un vrai fait historique de la guerre froide. Tout à fait. C'était un réseau secret mis en place par l'OTAN en Europe, censé agir si les soviétiques envahissaient. Mais en réalité, surtout en Italie, ce réseau a été utilisé pour de la manipulation politique interne. Des attentats sous faux drapeaux, de la violence pour terroriser la population et l'orienter politiquement. D'accord, quand ils utilisent cet exemple pour dire que les structures étatiques peuvent se retourner contre les citoyens. Mais le manifeste va encore plus loin sur le contrôle des politiciens. Il parle de compromat. Oui, le chantage. C'est là que j'ai du mal, honnêtement. Affirmer que chaque ministre ou chaque grand dirigeant est tenu par un dossier compromettant, souvent des histoires de mœurs ou de corruption, ça ressemble un peu à un mauvais film d'espionnage, tu ne trouves pas? C'est sûr que c'est l'un des passages les plus clivants du document. Mais leur logique est implacable de leur point de vue. Ils disent que la pyramide ne peut pas se permettre l'incertitude. Si tu laisses un individu parfaitement intègre et incorruptible monter au sommet de l'administration politique, il devient un danger pour le système. Donc selon eux, l'ascension est filtrée. C'est ça. On ne monte pas sans avoir de casserole. Le compromat, c'est une assurance vie pour ceux qui sont au-dessus. Ça transforme les décideurs politiques en simples exécutants. Bon, admettons cette mécanique un peu glaçante. Si la base, le peuple, commence à comprendre l'arnaque du tapis roulant et décide de quitter le casino, le texte dit que c'est là qu'intervient l'année 2026, avec une nouvelle technologie pour boucler les portes. La fameuse prison numérique. Voilà. Et là, on parle des MNBC, les monnaies numériques de banque centrale comme l'euro numérique. Et la Terre Éco ne voit pas du tout ça comme un moyen de paiement pratique. Non, pour eux, ce n'est plus de l'argent. Ce sont des programmes de contrôle.
C'est fou, parce que, historiquement, l'argent liquide, le billet qu'on a dans la poche, c'est un laissez-passer physique. Il est à moi, je peux le donner à qui je veux. Mais avec cette monnaie numérique programmable, l'argent se transforme en, disons, une sorte d'abonnement ou de licence d'utilisation. Et qui gère l'abonnement? La Banque centrale. Si on couple cet euro numérique à l'identité numérique, ça ouvre la porte à un crédit social. Et le manifeste détaille ce que ça permet techniquement. Du genre, Par exemple, mettre une date de péremption sur ton épargne. On te dit, cet argent doit être dépensé avant le 30 du mois pour relancer l'économie, sinon il disparaît. Ou alors des blocages géographiques. Tu ne peux dépenser ton argent que dans un rayon 10 km autour de chez toi. et en cas de dissidence, genre si tu vas à une manifestation interdite, on appuie sur un bouton et ton compte est coupé instantanément? Exactement. Et là, ça pose un problème énorme. Face à cette prison numérique, s'opposer au pouvoir devient financièrement insupportable. Tu ne peux littéralement plus acheter à manger le lendemain. Donc la rébellion de l'intérieur de la pyramide est vouée à l'échec. Ce qui nous amène à la deuxième grande partie du manifeste, la riposte. Et c'est là qu'ils sont intéressants. Parce qu'ils ne sont pas juste dans le constat défaitiste. Ils proposent un plan d'évasion. Ils veulent passer de la pyramide à l'archipel. L'archipel de souveraineté. Et leur arme fatale pour s'évader, c'est un changement total de système monétaire. Ils créent la monnaie-temps, gérée sur une plateforme qui s'appelle Cyclos 4. La règle de base de ce système est d'une simplicité biblique. 1 minute de vie humaine égale une unité temps. Une UT. C'est très égalitaire sur le papier. Mais je vais faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Si je passe 1 heure à porter des cartons pour le déménagement de mon voisin, je gagne 60 UT. Mais si je suis neurochirurgienne et que j'opère quelqu'un pendant 1 heure, je gagne aussi 60 UT. Franchement, la chirurgienne qui a sacrifié 10 ans de sa vie dans des études épuisantes avec un stress de dingue, pourquoi elle accepterait d'être payée au même taux horaire que quelqu'un qui tend une pelouse? Est-ce que ça ne tue pas complètement l'incitation à l'excellence? C'est l'objection classique et elle est tout à fait légitime. Mais la défense du manifeste repose sur un concept qu'ils appellent le proof of heart, la preuve par le cœur. Ok, explique-moi ça. Leur philosophie, c'est que la seule ressource qui est vraiment limitée, qui est inaliénable et décroissante dans l'univers pour un être humain, c'est son temps de vie. L'heure de vie qui s'écoule pour le chirurgien est la même et elle est tout aussi irremplaçable que l'heure qui s'écoule pour le jardinier. C'est une belle vision philosophique, mais économiquement, ça tient la route? Le gros avantage économique, c'est que ce système est totalement immunisé contre l'inflation. 1 heure de ton temps faudra toujours 1 heure dans 10 ans. Contrairement à l'euro qui perd sa valeur. Voilà. Quant à la motivation du chirurgien, le manifeste parie sur un basculement des valeurs. Dans cet archipel, le prestige de sauver des vies ne se traduit pas par un compte en banque rempli d'argent spéculatif. Il se traduit par un immense prestige social. Le chirurgien aura le respect absolu de la communauté. Et si un jour il a besoin qu'on répare sa maison ou qu'on s'occupe de ses enfants, la communauté sera là inconditionnellement. Donc on passe de la valeur d'échange pure à la valeur d'usage et surtout au lien social. Je comprends l'idée. Je te donne 60 minutes, tu m'en dois 60. Mais la réalité physique du monde, elle s'en fiche de nos UT. Si je veux m'autonomiser, je dois acheter un panneau solaire. L'usine qui fabrique le panneau solaire, elle ne veut pas de mes UT temps sur Cyclos 4. Elle veut des euros. Ah, mais les auteurs ont anticipé cet écueil. Ils proposent une méthode de transition qu'ils appellent le cercle vertueux. L'idée n'est pas de boycotter l'euro du jour au lendemain, ça serait suicidaire. Ouf, hein, ça me rassure. Alors comment on fait? Tu commences par basculer un maximum de tes microservices locaux en unités temps. Le soutien scolaire, le jardinage, les petites réparations, la garde d'enfants. Tu gères tout ça sur Cyclos 4, avec tes voisins. Donc je ne sors plus ma carte bancaire pour ces choses-là. Exactement. Et le manifeste calcule que cela permet d'économiser environ 10% de ton budget mensuel en euros. Ok, j'ai 10% de pouvoir d'achat en euros qui se libère, je l'épargne. Surtout pas. Si tu l'épargnes sur un livret classique, il se fait dévorer par l'inflation. La stratégie, c'est de réinvestir immédiatement cet argent fiduciaire dans des équipements de résilience. Tu achètes ton panneau solaire, tes filtres à eau, tes poules. Ah! Et du coup, attends, je vois la boucle. Si je produis une partie de mon électricité ou de mon alimentation grâce à ces équipements, mes charges fixes baissent le mois d'après. Le cercle vertueux. Je donne moins d'euros à la pyramide, donc j'ai encore plus de marge financière pour m'équiper davantage. Et selon leurs projections, avec cette discipline, un foyer peut atteindre une autonomie matérielle presque totale en l'espace de 5 ans. 5 ans, c'est rapide quand même. Oui, mais ça demande une implication énorme.
Ce qui nous amène à la partie la plus concrète du manuel, la résilience physique. Ils ont divisé ça en 9 domaines qui forment l'acronyme de leur projet, LATRRECO. Pour logement, alimentation, transport, énergie, ressources, recyclage, équipement, communication et organisation. Tu l'as mémorisé? Impressionnant. Et dans tous ces domaines, le maître mot, c'est le low-tech. Donc, pas de domotique complexe qui a besoin d'Internet. Surtout pas. Pour l'eau, ils prônent des filtres par gravité, comme les fameux filtres Berkey, qui purifient l'eau sans aucune électricité. Pour la communication, en cas de blackout ou de censure numérique, ils s'organisent autour de radio VHF ou de la CB. La Citizen Band, comme les routiers. Voilà. Et pour l'habitat, ils conceptualisent le logement ultimatum, c'est-à-dire modifier sa maison pour qu'elle reste habitable, qu'on puisse s'y chauffer et y cuisiner, même sans accès au réseau électrique général. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur de leur communauté locale. Le lieu de rassemblement qu'ils nomment, et accroche-toi bien, l'espace Armageddon. Ouais, le nom est percutant. C'est clair, hein. Franchement, quand j'ai lu ça, l'image qui m'est venue, c'est le stéréotype du survivaliste isolé, enfermé dans un bunker en béton au fond des bois, avec un fusil et 50 palettes de raviolis en conserve. C'est le cliché par excellence. Mais ironiquement, quand tu lis les détails des modules, c'est tout l'inverse. L'espace Armageddon n'a rien d'un bunker individualiste. C'est un hub communautaire. Donc un lieu d'échange? Complètement. C'est un espace qui regroupe une logistique partagée, des ateliers pour mutualiser les gros outils de bricolage, des zones de transformation alimentaire où l'on fait des conserves ensemble, et même un bar associatif. Ah, on est plus sur l'ambiance bistrot de village solidaire que sur la brillantie atomique alors. Exactement. Le manifeste soutient une thèse très forte sociologiquement parlant. Face aux effondrements, l'armure technologique ne sert à rien. Un individu seul dans son bunker finit toujours par craquer. Ou par se faire piller. Aussi. Non, la véritable armure, c'est la densité du tissu social. Si tu as une communauté unie, où les gens se connaissent physiquement, s'entraident via la monnaie-temps et savent produire l'essentiel, cette communauté devient indigeste pour le pouvoir central. Bah oui, parce qu'on ne peut pas faire chanter des gens avec l'euro numérique s'ils n'en ont plus besoin pour manger et se chauffer. C'est l'essence de leur évasion. C'est vraiment un voyage intellectuel fascinant. On est parti des statistiques mondiales effarantes sur la guerre et la faim, on a traversé la matrice des banques centrales, la menace d'un algorithme omnipotent comme Aladdin, pour finir sur quoi? Sur le fait d'installer un filtre à eau et d'échanger 1 heure de jardinage avec sa voisine. C'est le grand écart permanent de ce document. Mais c'est ce qui le rend si pertinent pour plein de gens aujourd'hui. Qu'on adhère ou non à leur théorie occulte sur la BPI ou le compromat, les solutions pratiques qu'ils avancent répondent à un besoin réel. Le besoin de retrouver du sens. De sortir de cet épuisement constant qu'on ressent tous dans ce monde moderne. Renouer avec des circuits courts, recréer du lien de proximité, ça a un impact immédiat sur notre santé mentale. Tout à fait. Et ça pose une question existentielle majeure pour l'avenir. Si l'économie globale continue sa course vers une numérisation absolue, où chaque transaction est analysée, notée et validée par une IA, tracée à 100%. Ça me donne envie de conclure sur une pensée un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Tu sais, pendant des années, on s'est imaginé que la grande rébellion du XXIe siècle, ce serait des affrontements spectaculaires, des manifestations immenses ou des guerres informatiques en ligne. Le fameux grand soir. Voilà. Mais en lisant ce manifeste, on se dit que l'acte de dissidence ultime, le vrai grain de sable dans la machine, sera peut-être d'une banalité déconcertante. Du genre, Du genre, planter des tomates dans son jardin, réparer soi-même une vieille machine et offrir 60 minutes de sa vie pour aider un voisin dans la panade. Le tout sans qu'aucun serveur central, aucune banque et aucun algorithme ne puisse jamais le voir, l'approuver ou le taxer. C'est quelque chose à méditer, de préférence hors ligne.